L'histoire d'Atlantis ne commence pas dans les profondeurs de l'océan, ni à travers une découverte archéologique, mais dans les couloirs résonnants de la vieille Athènes. C'est ici, au cœur de l'Académie de Platon, que le philosophe donne vie à l'un des mythes les plus durables de la civilisation occidentale. La cité antique, parée de ses colonnes imposantes et baignée dans une lumière intellectuelle vibrante, est le cadre idéal pour un récit qui captivera l'imaginaire de générations entières. Dans ces murs, où la quête de sagesse et la construction d'états idéaux prennent forme, Platon présente son dialogue Timée, où il fait connaître l'histoire d'Atlantis par la voix de Critias, un personnage inspiré de son propre grand-père. Mais ce récit, loin de naître dans l'esprit du philosophe seul, provient d'une tradition orale ancienne, transmise à Critias par son grand-père Solon, le légendaire législateur athénien. Solon, au cours de son voyage en Égypte plusieurs siècles avant Platon, a rencontré les prêtres de la ville de Saïs, gardiens de connaissances millénaires. Ces derniers lui ont révélé un récit fascinant d'une civilisation plus ancienne que la leur, un récit d'une île gigantesque, plus grande que la Libye et l'Asie réunies, remplie de richesses et de pouvoir. Une civilisation si avancée qu'elle avait autrefois défié le monde connu, avant de disparaître sous les flots en une seule journée et nuit. Ce cadre, transmis à travers les âges, sert de préambule à la réflexion philosophique de Platon sur les sociétés idéales, la gouvernance et le destin des civilisations. Pour Platon, le mythe d'Atlantis dépasse le simple récit légendaire. Il devient un prélude à sa réflexion sur l'état idéal. À travers l'ascension et la chute d'Atlantis, il présente un contraste frappant avec la société dans laquelle il vit. Athènes, qui se veut le modèle de la démocratie et de l'accomplissement intellectuel, se dresse en opposition à l'Atlantide impériale et corrompue. Dans ce récit, la civilisation devenue trop puissante, trop orgueilleuse, trop dévorée par l'appétit du pouvoir, devient une mise en garde pour les Athéniens de l'époque de Platon. Tandis que Platon tisse son récit, il ne laisse aucun détail au hasard. L'île d'Atlantis, située au-delà des colonnes d'Hercule, ce que l'on appelle aujourd'hui le détroit de Gibraltar, est une terre d'une richesse et d'une sophistication inouïes. Selon Platon, Atlantis est un chef-d'œuvre d'architecture et d'ingénierie, bâti en cercles concentriques de terre et d'eau, avec des canaux et des ports gigantesques. Au centre de cette cité labyrinthique se dresse un temple dédié à Poséidon, entièrement construit en argent, abritant une statue du dieu faite d'or, aussi haute que le temple lui-même. Cette île, avec sa grande ville, ses flottes puissantes et ses armées de soldats, représente le summum de l'accomplissement humain. Mais Platon ne dépeint pas cette image de grandeur sans raison. En décrivant Atlantis avec autant de précision, il ne se contente pas de raconter une fable, mais adresse un avertissement à son auditoire. Celui que la grandeur des civilisations ne dure que si elle est fondée sur des valeurs divines et morales. Critias, racontant l'histoire transmise par Solon, décrit la société atlante comme étant à l'origine une harmonie parfaite de vertu et de sagesse. Cependant, au fil du temps, cet héritage divin, cette connexion avec les dieux, commence à se déliter. Le mariage avec des mortels dilue la pureté de leur lignée, et ce faisant, leur sagesse se dissipe. Les habitants d'Atlantis, autrefois justes et tempérés, deviennent de plus en plus obsédés par la richesse matérielle, l'ambition politique et le désir de pouvoir. L'île, autrefois parfaite, commence à refléter les imperfections mêmes que Platon observe en Athènes, les imperfections qui finiront par mener à la chute de ces deux sociétés. Dans le cœur des prêtres qui parlaient à Solon, le récit d'Atlantis n'était pas simplement l'histoire d'un peuple ancien, c'était un avertissement. Un avertissement selon lequel la voie d'une société, qu'il s'agisse d'une île ou d'une ville, ne peut perdurer que si elle reste fidèle aux vertus qui l'ont fondée. L'avidité, la soif de pouvoir et l'oubli de la justice étaient les semences de la destruction. Les dialogues de Platon, qui s'intéressent aux sociétés idéales et à la vertu, utilisent le mythe d'Atlantis comme toile de fond philosophique pour réfléchir sur les dangers qui peuvent menacer non seulement une civilisation, mais le fondement même de la société humaine. Ainsi, Atlantis n'existe pas seulement en tant que lieu, mais aussi en tant qu'idée, une allégorie des cycles inéluctables de montée et de chute qui gouvernent toutes les grandes civilisations. Dans le Timée et Critias, la description de cette civilisation perdue par Platon
représente une réflexion aussi ancienne que l'expérience humaine elle-même. Chaque civilisation, aussi grande soit-elle, est vulnérable aux défauts de la nature humaine. L'histoire d'Atlantis devient alors non seulement une mise en garde pour les Athéniens, mais un miroir de leur propre position précaire à l'aube de la grandeur de leur empire. Comme l'histoire de Platon se déroule, le mystère d'Atlantis devient plus profond. Car bien que le philosophe expose en détail les caractéristiques de cette civilisation perdue, sa taille, sa splendeur, sa puissance militaire et ses technologies avancées, le cœur de l'histoire reste insaisissable. Atlantis est une ville au sommet de l'accomplissement humain, et pourtant, comme toutes les civilisations, elle est condamnée par les forces mêmes de l'avidité, de la corruption et de la dégradation morale. Et c'est ce cycle de gloire, de déclin et de destruction que Platon explore avec une telle habileté, incitant son auditoire à réfléchir sur l'état de leur propre société. Le récit de Platon, riche en détails et en précision, nous plonge dans une image fascinante d'Atlantis. Loin d'être une simple fiction, Atlantis est une illustration d'un idéal, mais aussi de la fragilité humaine face à la tentation du pouvoir. Lorsque Platon décrit la civilisation atlante, il ne parle pas d'une simple île ou d'un empire lointain, mais d'un monde à la hauteur des rêves les plus ambitieux de l'humanité. Atlantis, cette terre immense, semble un lieu hors de portée de la réalité, suspendu dans une époque ancienne et mythique. La cité elle-même était un chef-d'œuvre d'architecture et d'ingénierie, conçu selon un plan majestueux qui dépasse l'imagination humaine. Au centre de l'île, des anneaux de terre et d'eau, tels des cercles concentriques, forment un réseau de canaux et de ports interconnectés. Ce système complexe de terre et d'eau n'est pas seulement une merveille technique, mais un symbole de l'harmonie que la civilisation atlante semblait incarner. La capitale, entourée par ces anneaux successifs, est protégée par des murs d'une splendeur inouïe. Le plus extérieur est fait de cuivre, un métal brillant et puissant. Le second est recouvert d'étain, tandis que le troisième, celui qui entoure la citadelle centrale, est constitué d'orichalque, un métal mystérieux et précieux que Platon décrit comme presque aussi précieux que l'or. Les murailles métalliques brillaient sous la lumière du soleil, créant un spectacle éblouissant visible à des kilomètres à la ronde. Au cœur de cette capitale, le temple de Poséidon, immense et majestueux, abrite une statue colossale de l'un des dieux les plus puissants de la mythologie grecque. Cette statue, réalisée en or, représente Poséidon conduisant un char tiré par 6 chevaux ailés. C'était le centre spirituel et politique de la civilisation atlante, un lieu où les rois se réunissaient, où les lois sacrées étaient gravées sur des piliers d'orichalque. La grande place qui entourait le temple était parée de statues en or des 10 rois fondateurs, chaque statue représentant un souverain et sa femme, une panthéon sacré de la dynastie royale. Les Atlantes, à leur apogée, ne manquaient pas d'ambition. Leur empire s'étendait bien au-delà des frontières de l'île, sur des territoires lointains qu'ils avaient conquis. Platon nous dit qu'Atlantis, à son apogée, pouvait mobiliser une armée de plus d'1 million de soldats. Cette impressionnante force militaire se composait de 60 000 chefs de guerre, 120 000 hoplites, 180 000 archers et 240 000 cavaliers. La flotte navale, également gigantesque, comptait 1200 navires de guerre, chacun transportant jusqu'à 200 hommes. Les Atlantes ne se contentaient pas de régner sur des terres, ils dominaient aussi les mers, repoussant sans cesse les frontières de leur empire. Mais cette grandeur ne se limitait pas à la guerre et à la conquête. Les Atlantes étaient également des maîtres d'une ingénierie impressionnante, créateurs de technologies avancées pour l'époque. Leurs canaux étaient bien plus que des routes d'eau, ils représentaient un système complexe de gestion des ressources et d'irrigation. Les vastes réseaux de canaux traversaient l'île, irriguant les terres fertiles et permettant 2 récoltes par an. Cette abondance nourrissait une population nombreuse, dont le nombre était estimé à plusieurs millions. Leur système d'irrigation était si perfectionné qu'il était comparable à celui de l'Égypte ancienne, un modèle de gestion des ressources naturelles. L'architecture de la cité atlante, à la fois monumentale et fonctionnelle, illustre cette perfection technique et sociale. Les palais royaux étaient construits dans des matériaux précieux, mais c'était avant tout la structure sociale qui faisait d'Atlantis un modèle. 10 rois gouvernaient l'île, chacun régnant sur une région différente. Ces rois étaient tous les descendants d'Aclas, le fils de Poséidon, et ils se réunissaient tous les 5 ou 6 ans dans le temple de Poséidon pour juger les affaires de l'État
et résoudre les disputes entre leurs territoires. Une grande attention était portée à la justice et à l'ordre, un idéal fondé sur la vertu divine de leurs ancêtres. Ce gouvernement, une sorte de fédéralisme aristocratique, semblait à l'image de la société elle-même, une parfaite hiérarchie, avec des rois sages à la tête d'un peuple pieux et juste. Les lois de l'île étaient gravées dans l'orichalque, sur des pierres à l'intérieur du temple de Poséidon, et elles étaient respectées par tous. Le système militaire de l'Atlantide, tout comme ses infrastructures, était conçu pour la défense et la grandeur. L'armée d'Atlantis était un modèle de discipline et de puissance, tandis que sa flotte, capable de repousser les plus grandes menaces, représentait le summum de la civilisation maritime. Cependant, cette société magnifique n'était pas seulement définie par sa force physique. Les Atlantes avaient également atteint des sommets dans les arts et les sciences. Leur culture, bien que concentrée sur le pouvoir et la prospérité, favorisait également la contemplation philosophique et spirituelle. Les temples, les statues, les canaux et les palais témoignaient de l'art de vivre de ce peuple, une union parfaite entre le sacré et le politique. Mais ce n'était pas que de la surface. Les Atlantes étaient une civilisation d'érudits et de sages, et à leur apogée, ils possédaient un savoir qui semblait pouvoir défier le temps et l'espace. L'économie d'Atlantis était soutenue par une agriculture florissante et une exploitation minière à grande échelle. Le métal précieux, l'oricalque, était extrait des montagnes atlantes et servait à la construction de nombreux monuments et infrastructures. De plus, la richesse de l'île permettait un commerce florissant avec les autres civilisations du monde antique. Les Atlantes, loin d'être isolés, maintenaient un réseau commercial qui s'étendait à travers l'Atlantique et au-delà, propulsant leur civilisation vers des niveaux de richesse inégalés. Mais, comme souvent dans les histoires des grandes civilisations, cette magnificence, ce luxe et cette grandeur recélaient déjà les germes de la décadence. Si les premiers Atlantes étaient réputés pour leur vertu et leur sagesse, les générations suivantes s'éloignèrent de leurs principes originels. Les signes d'une civilisation en déclin étaient déjà présents dans la manière dont le pouvoir se concentrerait, les valeurs s'effriteraient, et la soif du pouvoir commencerait à remplacer les vertus traditionnelles. L'histoire de l'Atlantide est ainsi non seulement une histoire de grandeur, mais aussi de prémonition de sa chute. L'ascension vertigineuse d'Atlantis, à son apogée, révèle bien plus que de simples exploits militaires et architecturaux. Elle est un miroir de l'ambition humaine, une ambition qui, une fois débridée, finit souvent par dévorer ce qu'elle a créé. C'est dans cette quête insatiable de pouvoir que la véritable nature de la civilisation atlante se dévoile. Tout semblait avoir été conçu pour faire face à l'orgueil humain et aux désirs personnels des individus. Des armées immenses, une flotte incomparable, des chefs de guerre charismatiques et des architectes visionnaires. Mais, paradoxalement, cet empire impressionnant, façonné par des individus d'exception, porte en lui des graines de sa propre destruction. Les 10 rois qui régnaient sur Atlantis n'étaient pas simplement des monarques. Ils étaient les descendants directs d'Atlas, l'un des premiers fils de Poséidon, et portaient en eux la légitimité divine de leur lignée. Ils étaient choisis pour leur sagesse et leur proximité avec les dieux. Le gouvernement atlante fonctionnait comme une fédération, chaque roi gouvernant une région spécifique, mais tous se réunissant tous les 5 ou 6 ans pour prendre des décisions communes si nécessaire. Cette forme de gouvernement, où la puissance royale se mêlait à une forme de justice collective, semblait être un idéal de gouvernance, un modèle même de stabilité politique. Mais sous cette façade de sagesse, l'orgueil grandissait. La richesse, la puissance militaire et les exploits technologiques qui faisaient la fierté des Atlantes commencèrent à engendrer des conflits internes. Les rois, autrefois unis dans leur quête de l'harmonie divine, furent de plus en plus pris dans des rivalités personnelles, des intrigues et des ambitions démesurées. Les lois sacrées gravées dans l'orichalque, qui avaient été le fondement de la société, commencèrent à être ignorées, étouffées par la cupidité et la soif de pouvoir. Les Atlantes, dans leur soif de conquête et d'expansion, étendirent leur empire bien au-delà des frontières de l'île. Leur force militaire, d'une ampleur et d'une organisation impressionnantes, leur permit de soumettre de vastes territoires, mais au prix de l'épuisement de leurs ressources et de l'oppression des peuples qu'ils dominaient. Leurs armées, autrefois dirigées par des généraux sages, se mirent à ressembler de plus en plus à des instruments de tyrannie. Les peuples conquis étaient traités non comme des alliés, mais comme des sujets soumis à la volonté des rois atlantes.
Leurs navires, ces imposants vaisseaux de guerre, patrouillaient les mers, protégeant l'Empire et imposant sa domination sur les autres nations. La flotte atlante était si grande et puissante qu'elle semblait invincible. Platon décrit l'immensité des forces navales d'Atlantis, avec 1200 navires, chacun capable de transporter jusqu'à 200 hommes. En mer comme sur terre, l'ambition de conquérir l'ensemble du monde connu se faisait sentir. Mais à mesure que l'Empire s'étendait, les rois perdirent de vue l'essence de la justice et de l'équilibre qui avaient fondé leur pouvoir. L'avidité, l'envie et la soif de pouvoir devenaient des moteurs bien plus puissants que les principes de sagesse et de tempérance. Parallèlement à cette montée en puissance militaire et politique, l'architecture d'Atlantis reflétait également cette dualité. Les grandes constructions des Atlantes étaient aussi spectaculaires que leur système de gouvernance, leur technologie et leurs armées. Les canaux d'irrigation, conçus pour assurer la fertilité des terres, devinrent des symboles de contrôle et de manipulation. Les routes d'eau, qui avaient pour but d'assurer la prospérité, furent aussi des instruments de domination, reliant les différents centres de pouvoir atlantes entre eux. Chaque ville, chaque territoire conquis, était intégré dans un réseau complexe où les lois de Poséidon semblaient s'appliquer, mais où les ambitions humaines avaient supplanté la sagesse divine. Pourtant, au-delà de l'orgueil de ses rois et de la violence de son expansion, l'Atlantide offrait aussi un modèle de raffinement culturel et intellectuel. Les arts, la science et la philosophie fleurissaient dans la cité centrale. L'astronomie, les mathématiques et l'ingénierie avaient atteint des sommets remarquables. Les Atlantes construisirent des bâtiments qui défiaient la logique de leur époque, élevant des structures plus grandes et plus belles que tout ce que le monde antique connaissait. La culture et l'art atlante ne se contentaient pas d'impressionner par leur échelle. Ils étaient aussi imprégnés de symbolisme spirituel. Les temples, les statues et les œuvres d'art, toutes baignées dans la lumière du soleil ou scintillant sous les reflets de l'oricalque, étaient une façon de relier le monde matériel à une dimension divine, un lien entre l'humain et le céleste. Cependant, cette recherche constante de perfection dans tous les domaines de la vie portait aussi les germes du mal. Ce que Platon décrit comme l'essence de la civilisation atlante, sa grande prospérité, sa science avancée et ses accomplissements techniques, devint, par l'orgueil des hommes, une terreur de l'impérialisme. La passion de conquérir et de dominer devint plus forte que le désir d'harmoniser et de servir la communauté. La vérité qui se cachait sous le brillant manteau de l'Atlantide, c'est que sa grandeur, toute relative qu'elle fût, ne résistait pas à l'épreuve du temps. Le peuple d'Atlantis, comme tous les peuples qui placent leurs ambitions matérielles au-dessus de la sagesse, finirait par se consumer de l'intérieur. Les Atlantes, dans leur quête de la perfection, avaient perdu l'essence même de ce qui les avait unis au début. L'adoration des dieux, l'harmonie divine qui avait marqué les premiers siècles de leur existence, la justice inscrite dans la pierre d'orichalque, tout cela s'effritait à mesure que l'Empire se développait. Ce que Platon nous montre à travers la grandeur d'Atlantis, c'est que même la civilisation la plus brillante est sujette à la corruption lorsqu'elle oublie la vertu et qu'elle devient aveugle à la sagesse des origines. Et lorsque la sagesse se perd, l'inévitable suivra, la chute. Les premières failles dans la grandeur d'Atlantis apparaissent imperceptiblement. Ce qui était autrefois une société harmonieuse, guidée par la sagesse et la vertu, commence lentement à se fissurer sous le poids de ses propres ambitions. Platon nous avertit que, même dans une civilisation aussi resplendissante qu'Atlantis, le déclin commence toujours par la corruption intérieure. Les dieux, qui avaient favorisé la grandeur de l'île, semblaient se retirer peu à peu, et la sagesse divine, qui avait fait la beauté et la puissance d'Atlantis, se trouvait remplacée par une quête insatiable de pouvoir et de richesse. Le processus de décadence s'enclenche avec l'érosion des valeurs fondamentales qui avaient guidé les premiers Atlantes. L'une des causes principales de cette dégradation est l'oubli des lois sacrées, gravées dans l'orichalque au centre du temple de Poséidon. Ces lois, qui avaient servi à maintenir l'ordre et la prospérité de l'Empire, sont de plus en plus ignorées. Les rois, au lieu de gouverner selon les principes divins, commencent à agir selon leurs désirs personnels. La recherche de la gloire et de l'immortalité les pousse à abuser de leur pouvoir et à négliger les intérêts du peuple en faveur de leurs ambitions personnelles. Les premières générations de rois atlantes avaient été imprégnées de la sagesse de leurs ancêtres, mais au fil des siècles, leur lignée se mélangea avec des mortels, et la pureté de leur ascendance divine s'amenuisa. Les Atlantes commencèrent à oublier leur origine divine
et à se concentrer uniquement sur la richesse et le pouvoir matériel. La quête de possession, le désir insatiable d'étendre leur empire et la corruption qui s'ensuivit devinrent des moteurs bien plus puissants que l'idéalisme et la justice qui avaient forgé la civilisation atlante. C'est dans ce contexte que l'Atlantide commence à se transformer. Le peuple, autrefois vertueux, perd peu à peu ses idéaux. L'Empire, qui avait unifié des milliers de peuples sous une bannière de justice et de sagesse, se fractura, pris dans les rivalités internes et les luttes pour le pouvoir. L'armée, qui autrefois servait à défendre la patrie, est utilisée pour conquérir de nouvelles terres, et les rois, qui étaient censés être des gardiens de la justice, se laissent séduire par la gloire militaire et les biens matériels. Dans le même temps, la richesse du royaume augmente, mais elle devient un fardeau plutôt qu'une bénédiction. L'extrême opulence du peuple atlante, qui autrefois se manifestait dans des œuvres d'art, des temples et des bâtiments sacrés, commence à se déployer dans une forme de luxe débridé et de consumérisme. Les Atlantes construisent des monuments qui sont de plus en plus déconnectés de la sagesse et de la beauté, et de moins en moins enracinés dans l'idéalisme qui avait caractérisé les premières générations. Au lieu de bâtir des temples dédiés à Poséidon, les rois font ériger des statues d'eux-mêmes, des symboles de leur pouvoir personnel et de leur gloire éphémère. C'est au cœur de cette corruption qu'Atlantis commence à se perdre. Ce n'est pas la guerre qui commence sa chute, mais un changement beaucoup plus insidieux, la perte de sa foi originelle, celle qui liait ses habitants à leur divinité et à leur sens de la justice. Ce processus de dégradation est l'image d'une civilisation qui oublie les principes de vertu et qui se laisse séduire par la richesse et le pouvoir. Les lois sacrées qui avaient jadis maintenu l'harmonie sont laissées de côté, et les rois, d'abord choisis pour leur sagesse, se retrouvent à exercer le pouvoir avec arrogance et violence. L'orgueil, cette passion qui caractérise les grandes civilisations avant leur déclin, commence à envahir les dirigeants atlantes. Les valeurs de courage, de sagesse, de modération et de justice, les 4 vertus cardinales qui avaient défini la civilisation, sont petit à petit remplacées par des ambitions personnelles et des intérêts égoïstes. La dégradation morale se fait à un tel point que même l'âme des Atlantes, autrefois vertueuse et proche des dieux, se transforme. Leur lien avec le divin se distend jusqu'à disparaître complètement, les rendant plus vulnérables à la corruption. C'est là que commence la véritable chute d'Atlantis, dans le cœur de ses dirigeants, mais aussi dans les mentalités de ses citoyens. La société ne se contente plus d'être opulente et puissante, elle devient dévoyée, dévorée par l'avidité et la soif de domination. Platon, à travers le récit d'Atlantis, ne se contente pas de décrire une civilisation qui s'effondre. Il nous invite à réfléchir sur la fragilité même de toute société humaine. Dans le Timée, cette civilisation utopique, sophistiquée, brillante et pleine de promesses, se transforme peu à peu en un avertissement, un miroir tendu à ses contemporains pour qu'ils reconnaissent les dangers qui menacent la démocratie athénienne. De même, la chute d'Atlantis est une métaphore de la possible chute d'Athènes elle-même, si elle venait à se laisser séduire par la tentation du pouvoir illimité et de l'expansion impériale. Le déclin d'Atlantis ne se produit pas par un simple cataclysme extérieur, mais par un affaiblissement intérieur, une perte d'intégrité et de sagesse. Platon nous montre que, pour une civilisation, la corruption intérieure est toujours le premier pas vers sa destruction, et il n'y a pas de retour en arrière. Les conséquences de la chute d'Atlantis, cette civilisation qui a oublié ses origines divines, sont tragiques et irréversibles. Les dieux, qui avaient autrefois béni Atlantis, se retirent lentement, laissant place à la colère de la nature et au châtiment divin. Le crépuscule d'Atlantis est inévitable. Après des siècles d'opulence, de conquête et d'abus de pouvoir, la grande île s'apprête à payer le prix de sa décadence. Selon Platon, ce n'est pas une guerre ni une simple révolte interne qui sonnera le glas de cette civilisation, mais un cataclysme d'une ampleur mythologique, un acte de justice divine qui détruira Atlantis en une seule journée et nuit. Le narrateur, Critias, qui retransmet les paroles de son grand-père Solon, décrit avec une précision étonnante la soudaineté et l'ampleur de la catastrophe, suggérant que ce n'est ni la violence des hommes, ni la guerre qui met fin à la splendeur d'Atlantis, mais bien la colère des dieux. Le destin d'Atlantis est scellé par son propre orgueil. Alors que les rois atlantes ont oublié les lois sacrées, que la cupidité et la soif de pouvoir ont envahi les esprits,
Les dieux se tournent contre cette civilisation déchue. Poséidon, autrefois protecteur et père fondateur de l'île, semble tourner le dos à ses enfants, et avec lui, les autres divinités. Les récits de Solon que Critias rapporte font état d'une série de phénomènes naturels qui surgissent soudainement, un enchaînement de catastrophes qui dévastent la terre d'Atlantis. La mer, que les Atlantes pensaient dominer, se rebelle contre eux, engloutissant tout sur son passage. La destruction d'Atlantis commence par une série de tremblements de terre violents, secouant les fondations mêmes de l'île. Les terres tremblent, les montagnes se fissurent, et la mer, qui avait nourri l'île, se déchaîne dans un déluge apocalyptique. Des tsunamis géants, portés par les secousses telluriques, engloutissent les côtes atlantes, tandis que des vagues monstrueuses engloutissent les porteurs de navires et les villes côtières, inondant les canaux jadis source de prospérité. Les fortifications qui entouraient la capitale d'Atlantis, avec leurs murs d'orichalque, s'effondrent, comme si la majesté même des Atlantides s'effritait sous la pression des forces naturelles. Les montagnes, autres témoins éternels de l'île, se brisent et s'effondrent dans l'océan. Les citadelles jadis imposantes et fières, les palais en argent, les temples dédiés à Poséidon, tout disparaît sous les flots tumultueux. L'île, d'une taille vaste et imposante, subit des changements géologiques qui la transforment en un terrain instable, où les mers engloutissent les terres fertiles, et où l'île, autrefois grande, se perd dans l'immensité de l'océan. Ce qui était une civilisation puissante et pleine de promesses devient alors un souvenir englouti sous les vagues, un mythe perdu dans les profondeurs. Mais le cataclysme ne se limite pas à un simple bouleversement naturel. Platon, à travers son récit, semble suggérer que la destruction d'Atlantis n'est pas seulement une catastrophe géologique ou un événement cosmique, mais une punition divine pour le péché de l'humanité. Ce n'est pas une simple destruction, mais une purification, une rétribution pour les erreurs des Atlantes, pour leur fierté et leur arrogance. Le monde qui en résulte, après la disparition de l'île, est marqué par le vide laissé par une civilisation jadis brillante, mais désormais effacée de la surface du monde. Ce cataclysme, qui submerge Atlantis, est plus qu'une simple fin. Il est aussi l'avertissement de l'impermanence des civilisations humaines. En faisant disparaître l'île, Platon illustre la fragilité même des sociétés humaines, aussi grandioses soient-elles. Les Atlantes avaient cru que leur empire était éternel, que leur puissance navale et militaire leur assurerait une domination infinie. Mais cette illusion de pérennité est balayée par l'inexorable cycle de la nature et de la justice divine. En peu de temps, tout est englouti. Atlantis, une île de légende, disparaît dans les profondeurs de l'océan, laissant derrière elle seulement des vestiges, des souvenirs et des mythes. La fin de l'Atlantide, bien que dramatique, est aussi une métaphore de l'histoire humaine. Chaque civilisation, aussi majestueuse et avancée qu'elle soit, court le risque de succomber à ses propres faiblesses. La quête de l'absolu, le désir de dominer la nature et les autres peuples, la corruption morale qui accompagne l'ascension au pouvoir, tous ces éléments portent en eux les germes de la destruction. La disparition d'Atlantis devient alors une illustration tragique de l'éternel cycle de l'ascension et de la chute des grandes civilisations. Platon nous laisse avec une vision saisissante d'une civilisation disparue, un monde englouti sous des flots, mais aussi un appel à la réflexion. Ce cataclysme n'est pas uniquement une conclusion à un mythe, mais un rappel philosophique des dangers qui guettent toute société, toute civilisation. Le monde peut être subjugué par les forces naturelles, mais ce sont surtout les forces humaines, l'orgueil, l'ambition démesurée et la perte de sagesse qui conduisent à la perte. Malgré sa disparition soudaine et totale, l'héritage d'Atlantis ne disparaît pas avec elle. La mémoire de la civilisation engloutie perdure dans les récits et dans les traditions orales des peuples survivants, comme une ombre persistante, un murmure du passé. Dans les siècles qui suivent la disparition de l'île, ses savoirs et ses connaissances sont portés par les rescapés vers d'autres contrées, dans un mouvement diffus et lent qui traverse le temps et l'espace. Les survivants, ces quelques âmes éparpillées par la catastrophe, portent avec eux l'héritage de la sagesse perdue. L'Atlantide n'est pas seulement une question de géographie ou d'architecture, mais un modèle de civilisation, un phare de connaissances et de pratiques qui aurait pu éclairer l'avenir. Les premières civilisations qui émergeront après la disparition d'Atlantis, telles que celles de l'Égypte, de la Mésopotamie et de l'Inde,
entretiendront des traditions qui rappellent étrangement les avancées atlantes en matière de science, de philosophie, d'architecture et d'ingénierie. Les Égyptiens, par exemple, sont souvent associés à des connaissances profondes sur l'astronomie et les mathématiques, des disciplines que l'on suppose avoir été influencées par les Atlantes. L'Égypte, avec ses pyramides majestueuses et ses temples consacrés aux dieux, semble avoir hérité de l'art de bâtir des structures gigantesques en harmonie avec l'univers, un art qui, selon certains, aurait eu ses racines dans l'Atlantide. Les canaux d'irrigation, les techniques d'agriculture avancées et l'usage de matériaux précieux tels que l'or et l'argent sont d'autres exemples de la transmission de savoir de la civilisation disparue vers les sociétés qui ont suivi. Dans cette transmission de savoir, il y a aussi un élément de mystère. L'Égypte, avec ses grandes bibliothèques et ses prêtres initiés, conserve dans ses temples et dans ses archives un savoir ancien, lié à Atlantis, mais parfois déformé ou masqué sous des symboles et des allégories. Le mythe de l'Atlantide devient alors une clé pour comprendre le lien entre les civilisations antiques, une porte secrète par laquelle les sages et les philosophes peuvent entrer pour interroger les mystères du monde. Mais l'héritage d'Atlantis ne se résume pas à des savoirs techniques ou architecturaux. C'est aussi une tradition spirituelle, une compréhension profonde du monde et de l'univers qui s'épanouit dans les premiers systèmes philosophiques de l'humanité. La sagesse des Atlantes, leur lien intime avec la nature et le cosmos, se retrouve dans les traditions ésotériques qui émergeront plus tard. Les mystères égyptiens, les enseignements mystiques des druides, les philosophies grecques et plus tard les religions orientales portaient en elles des éléments qui semblaient résonner avec l'héritage atlante. Ces traditions, souvent secrètes et préservées par des sociétés initiatiques, témoignent de l'influence d'Atlantis sur la culture humaine bien au-delà de sa disparition. Dans le domaine de la philosophie, le récit d'Atlantis, loin de se limiter à une simple histoire de civilisation perdue, devient un véhicule pour des idées profondes sur l'homme, la société et le destin. Les philosophies grecques, et particulièrement celle de Platon, qui avait développé le mythe de l'Atlantide, portent en elles la réflexion sur la nature de l'humanité, le rapport entre l'individu et l'État, et les dangers du pouvoir et de la corruption. Atlantis devient une métaphore, non seulement pour une civilisation révolue, mais pour chaque société qui se construit sur des bases fragiles et qui, faute de sagesse, court inéluctablement à sa perte. Dans ce contexte, l'héritage d'Atlantis devient un enseignement continu, une leçon pour les générations futures. La destruction de l'île, bien qu'elle soit une fin tragique, ouvre aussi la voie à une réflexion éternelle sur les cycles de l'histoire et de la civilisation. Le mythe d'Atlantis, à travers ses vestiges dans les traditions philosophiques et spirituelles, montre comment une civilisation peut disparaître en un instant, mais aussi comment ses idées et son esprit peuvent survivre à travers les âges. Atlantis, cette civilisation dont les ruines ne sont plus visibles, demeure cependant omniprésente dans l'imaginaire collectif. À travers les siècles, des explorateurs, des philosophes, des scientifiques, des mystiques ont cherché à comprendre les mystères de cette civilisation disparue, de cette île engloutie. À chaque époque, les hommes projettent leurs propres idées, leurs rêves et leurs craintes sur l'Atlantide, et en retour, la légende continue de nourrir l'espoir et la curiosité humaine. Les sociétés modernes, bien que distantes de la grandeur d'Atlantis, trouvent dans ce mythe un miroir de leurs propres aspirations et de leurs propres travers. L'Atlantide, dans sa grandeur et sa décadence, reflète l'éternelle lutte entre la sagesse et l'orgueil, entre le progrès et la corruption. Son héritage, qu'il soit matériel ou spirituel, continue de résonner à travers les siècles, comme un avertissement, mais aussi comme un idéal lointain, un rêve d'une civilisation parfaite qui, peut-être, aurait pu exister. Ainsi, Atlantis, tout en étant englouti sous les vagues, survit dans les mythes, dans les croyances et dans les enseignements de l'histoire humaine. Elle devient un symbole de ce que l'humanité peut atteindre et perdre, un reflet de ses ambitions et de ses faiblesses. Et dans cette survie sous forme de légende, Atlantis continue d'inspirer, d'éveiller les esprits et d'encourager la quête de vérité, de sagesse et de perfection. Le récit d'Atlantis, tel que le raconte Platon à travers ses dialogues Timéeus et Critias, dépasse largement la simple narration d'une civilisation perdue dans les vagues du temps. Ce n'est pas seulement un conte mythologique,
mais une leçon de philosophie qui porte sur la nature de l'humanité, de l'État et des sociétés. Platon, en introduisant l'histoire de l'Atlantide, nous invite à une réflexion profonde sur les principes de justice, de vertu, de pouvoir et de corruption. À travers les hauts et les bas de cette civilisation, il expose ce que les humains, les dirigeants et les citoyens peuvent accomplir de grand, mais aussi les dangers qui les guettent lorsqu'ils oublient leurs idéaux les plus purs. La philosophie de Platon, qui s'étend bien au-delà de l'histoire d'Atlantis, repose sur l'idée que l'âme humaine doit toujours viser à la vérité et à la justice. Dans le cadre de la République, Platon présente l'idée d'une société idéale, gouvernée par la sagesse et la vertu, où les dirigeants sont des philosophes, des penseurs qui gouvernent en connaissance de cause. Atlantis, dans son épanouissement initial, semblait incarner ce modèle de société parfaite. Pourtant, Platon nous montre, à travers la chute de l'Atlantide, que même une civilisation idéale peut succomber à la corruption si elle perd de vue ses principes fondamentaux. Les enseignements philosophiques contenus dans l'histoire d'Atlantis sont une réflexion sur la moralité et le destin des sociétés humaines. Platon utilise la chute d'Atlantis pour mettre en garde contre les dangers de l'ambition démesurée et de la quête effrénée de pouvoir. L'Atlantide, une civilisation magnifique, pleine de ressources et de richesses, tombe non pas à cause d'une attaque extérieure, mais à cause de sa propre dégradation morale. La corruption des dirigeants atlantes, leur perte de vertu et leur dérive vers la tyrannie illustrent les dangers de tout pouvoir absolu. L'orgueil des Atlantes, leur désir d'expansion et de domination, leur fait oublier que la prospérité et la justice sont inextricablement liées. Ce qui est ici suggéré par Platon, c'est que la grandeur d'une civilisation repose avant tout sur sa capacité à maintenir l'équilibre entre la richesse matérielle et les valeurs morales. L'Atlantide, dans son glorieux passé, incarne la possibilité d'une société idéale, mais aussi la fragilité de ce rêve. Platon nous invite à comprendre que les sociétés humaines sont vouées à se corrompre, à se détériorer, sauf si elles sont régies par des principes solides de justice, de sagesse et de tempérance. Par son récit, il nous avertit que, lorsque les humains sont dominés par la soif de pouvoir, de richesse et d'expansion, ils s'éloignent des vertus essentielles et engendrent leur propre chute. C'est une réflexion sur la politique, la morale et l'éthique, mais aussi sur la manière dont les individus et les sociétés réagissent face à l'orgueil, à la cupidité et à la perte de principes. Les réflexions de Platon sur Atlantis ont également une dimension plus large. En situant l'histoire de l'Atlantide dans un passé lointain, il crée une distance historique et, ce faisant, une sorte de mise en garde pour ses contemporains. À travers la description de la grandeur et de la décadence d'Atlantis, Platon reflète la situation d'Athènes à son époque. Bien qu'Athènes ait été au sommet de sa puissance à l'époque de Platon, il était évident que la ville était également en proie à des tensions internes et à des conflits qui menaçaient de la détruire. Platon, à travers le mythe d'Atlantis, critique les erreurs de sa propre société, notamment son expansion impérialiste et la corruption morale qui en découle. En présentant l'histoire d'Atlantis, il suggère qu'Athènes, comme Atlantis, pourrait elle aussi connaître une fin tragique si elle ne rétablit pas les principes de justice, de sagesse et de modération. Ainsi, l'histoire d'Atlantis devient une allégorie pour toutes les civilisations. La chute d'Atlantis n'est pas simplement un événement de l'histoire ancienne, mais un modèle intemporel pour toutes les sociétés. La question qui se pose est donc, comment une civilisation peut-elle préserver ses idéaux et éviter la décadence qui semble inévitable? Selon Platon, la clé réside dans la recherche de la vérité et de la justice, et dans le maintien de l'équilibre entre la puissance matérielle et les vertus morales. Mais Platon n'est pas le seul à s'intéresser à l'héritage d'Atlantis. Au fil des siècles, de nombreux penseurs et intellectuels se sont intéressés à l'histoire d'Atlantis, chacun interprétant le mythe à sa manière, souvent en fonction de son propre contexte historique et culturel. À l'époque du néoplatonisme, des philosophes comme Proclus ont défendu l'idée que l'histoire d'Atlantis pourrait avoir une base historique réelle, et que les enseignements d'Atlantis avaient une valeur profonde, non seulement en tant qu'élément mythologique, mais aussi en tant qu'allégorie portant des vérités métaphysiques sur l'humanité et l'univers. Pour ces philosophes, Atlantis devient un symbole du lien entre le monde matériel et le monde spirituel. La grande civilisation, avec sa richesse et son savoir, n'est pas simplement un modèle de puissance terrestre,
mais aussi un reflet de l'harmonie cosmique. À travers la chute d'Atlantis, c'est une leçon sur la relation entre le monde spirituel et le monde physique que les néoplatoniciens veulent transmettre. Le monde matériel, selon cette vision, est fragile et doit être équilibré par une compréhension profonde des principes spirituels. Au-delà des frontières de la philosophie, l'héritage d'Atlantis a aussi influencé les traditions mystiques et ésotériques. Au Moyen Âge et à la Renaissance, les idées sur Atlantis ont été intégrées dans des systèmes de pensée qui mêlaient mysticisme, alchimie et quête de sagesse ancienne. La légende d'Atlantis devient une référence pour ceux qui cherchent à comprendre les origines profondes de la civilisation humaine et de la connaissance ésotérique. Dans ces traditions, Atlantis est vu non seulement comme un lieu historique, mais aussi comme une représentation d'un savoir ancien, perdu et précieux, qui pourrait encore être retrouvé par ceux qui sont capables de comprendre ces enseignements spirituels. En fin de compte, l'histoire d'Atlantis, telle qu'elle nous est transmise par Platon, sert de leçon universelle, une réflexion profonde sur l'humanité, la justice et la corruption. Que ce soit comme une critique de la société d'Athènes ou comme une métaphore des cycles de l'histoire, Atlantis demeure une allégorie puissante. La leçon que nous en tirons est simple, mais essentielle. Toute grande civilisation, qu'elle soit athénienne, atlante ou moderne, est vulnérable à la décadence si elle oublie ses principes fondamentaux de vertu, de sagesse et de justice. Et la seule façon de préserver la grandeur d'une civilisation est de rester fidèle à ses idéaux, même lorsque la richesse et le pouvoir semblent tout-puissants. Le mythe d'Atlantis, bien qu'englouti sous les vagues de l'histoire, n'a jamais cessé de hanter l'imaginaire collectif. En dépit de la disparition mystérieuse de la Grande Île, l'idée d'Atlantis continue de nourrir l'imagination des hommes à travers les âges. Au fil des siècles, l'histoire d'Atlantis est devenue bien plus qu'un simple mythe antique. Elle est devenue un symbole de ce que l'humanité pourrait atteindre et perdre. Le récit, d'abord philosophique et moral, a traversé les âges pour prendre de multiples formes dans la culture populaire, les arts et même la science moderne. Le désir de retrouver Atlantis, ce rêve d'une civilisation disparue qui possédait des connaissances avancées et un savoir apparemment inégalé, a captivé des explorateurs, des historiens, des mystiques et même des scientifiques. Des siècles après la première mention d'Atlantis par Platon, les hommes ont continué de chercher cette île mythique. Des expéditions ont été organisées dans l'Atlantique, la Méditerranée et même l'Antarctique, en quête des vestiges de cette civilisation perdue. Que ce soit à travers les écrits de Platon, les recherches archéologiques ou les spéculations plus fantastiques, l'idée d'Atlantis n'a cessé de fasciner. Au XIXe siècle, l'intérêt pour Atlantis connaît un nouvel essor avec le mouvement romantique et l'émergence de l'ésotérisme. Les théories autour de la civilisation atlante se multiplient. Certains pensent qu'Atlantis était un centre spirituel, le berceau de toutes les grandes religions et philosophies. D'autres encore affirment qu'Atlantis aurait été une civilisation extraterrestre, apportant des connaissances technologiques bien au-delà de ce que l'humanité connaissait. Les écrivains et les artistes, comme Edgar Allan Poe ou H.P. Lovecraft, exploitent le thème de l'Atlantide dans leurs œuvres, faisant de cette civilisation perdue un lieu d'aventure, de mystère et de malédiction. L'idée d'une civilisation qui s'élève à une grandeur inimaginable pour ensuite sombrer dans le chaos et la destruction résonne profondément avec les angoisses humaines sur le destin des grandes sociétés. L'Atlantide devient également un thème récurrent dans la littérature et les films de science-fiction, où l'on imagine des civilisations futuristes qui, comme les Atlantes, possèdent des technologies avancées, mais qui, dans un accès de folie ou de corruption, se dirigent vers leur propre extinction. L'Atlantide, comme métaphore de la décadence des civilisations, trouve des échos dans l'histoire de notre propre époque. L'idée que de telles civilisations puissent émerger et se détruire à cause de leur propre arrogance ou de leur incapacité à se réformer est une leçon qui n'a pas perdu de sa pertinence. Mais l'Atlantide, c'est aussi un questionnement sur le destin des civilisations humaines. Si les Atlantes ont disparu dans une catastrophe, qu'en est-il des sociétés modernes ? L'histoire d'Atlantis n'est pas simplement une réflexion sur l'Antiquité ou la Grèce de Platon, mais une métaphore de l'éternelle fragilité des empires humains. Le monde moderne, avec ses technologies puissantes, ses avancées économiques et ses ambitions géopolitiques, semble suivre la même trajectoire que les Atlantes, à savoir celle de la croissance infinie,
de l'exploitation des ressources naturelles et de la concentration du pouvoir. Et tout comme Atlantis, ces civilisations pourraient un jour être englouties sous les vagues de leur propre négligence et de leur excès. L'Atlantide, dans son concept moderne, devient donc un miroir tendu à notre propre époque. Sommes-nous condamnés à répéter l'histoire de l'Atlantide, à perdre nos idéaux et à laisser nos sociétés se dégrader sous le poids de notre propre arrogance et de notre soif de pouvoir? L'Atlantide, en tant qu'allégorie de l'humanité, trouve un écho dans les préoccupations contemporaines sur la durabilité des civilisations modernes. Les débats sur le changement climatique, la dégradation environnementale, l'inégalité sociale et la quête incessante de croissance économique nous rappellent les erreurs commises par les Atlantes. Si l'on ne prend pas garde aux leçons du passé, si l'on ne rétablit pas l'équilibre entre la sagesse, la nature et la technologie, nous pourrions à notre tour voir notre civilisation sombrer dans les abysses du temps. Mais l'Atlantide n'est pas seulement un avertissement, elle est aussi une source d'inspiration. L'idée d'une civilisation avancée, perdue, mais porteuse de sagesse, stimule une forme de quête. La recherche de la vérité, la quête du savoir, le désir de comprendre le monde et de trouver des réponses aux grands mystères de l'existence. Les philosophes, les scientifiques et les visionnaires qui cherchent à percer les secrets de l'Atlantide ne sont pas simplement animés par la recherche de découvertes archéologiques, mais par un désir de comprendre ce que l'humanité a pu accomplir à ses plus hauts sommets, et ce qu'elle pourrait encore accomplir si elle retrouvait ses idéaux originaux. L'Atlantide, comme symbole de ce potentiel perdu, reste une figure d'espoir. Elle incarne l'idée qu'une civilisation capable de créer un tel monde pourrait, si elle en trouve à nouveau le chemin, renaître sous une forme nouvelle. C'est dans ce sens que le mythe d'Atlantis, tout en étant une méditation sur la chute des civilisations, devient aussi une quête de rédemption et de renaissance. Les Atlantes, dans leur quête effrénée de pouvoir, ont perdu leur lien avec la sagesse divine. Mais si l'humanité peut se réconcilier avec ses propres principes de justice et de vertu, peut-être qu'elle aussi, comme l'Atlantide, pourra se réinventer, renaître de ses cendres et trouver un nouvel équilibre avec la nature et avec elle-même. Atlantis, bien que perdue pour toujours, continue donc de hanter nos esprits. Elle est la métaphore d'une civilisation brillante, mais aussi la promesse de ce que l'humanité pourrait encore réaliser si elle parvenait à redécouvrir la voie de la sagesse et de la vertu. Dans cette quête, l'histoire d'Atlantis nous accompagne, comme un rêve lointain qui nourrit l'espoir, et une mise en garde contre la folie des hommes.